Et à 8h17, le traditionnel rendez-vous de Brice Couturier. La banlieue sous toutes les coutures, Brice. Oui, Marc. Cité ghetto, reléguée et fermée sur elle-même, gangrénée par l'échec scolaire et social, par l'insécurité et la loi des gangs, désertée par les familles qui aspirent pour leurs enfants à un environnement plus épanouissant, flambée de colère alimentée par des jeunes désœuvrés, coupés de la société environnante et qui peuvent culminer, on s'en souvient, dans des émeutes. Depuis celle de 2005 en particulier, ces problèmes ont donné lieu à une floraison d'excellentes études. Alors parmi elles, je recommande en particulier les livres du sociologue Jacques Donzelot, Quand la ville se défait, de l'envoyé spécial du Monde en banlieue Luc Bronner, La loi du ghetto, celui du professeur Didier Lapéronie, Ghetto urbain, et sans oublier Le déni des cultures, auquel vous avez fait allusion, du sociologue Hugues Lagrange, qui a provoqué un certain malaise, je vais y revenir. Et maintenant, donc, votre enquête, Gilles Kepel, cette immersion dans les cités de Clichy et de Montfermeil, qu'on croirait tout droit sortie du roman de Thierry Jonquet, Ils sont votre épouvante, vous êtes leur crainte, avec ces banlieues imaginaires de Certigny et Védreuil, une ville de cité qui vote à gauche, une ville de pavillon qui vote à droite, comme Clichy et comme Montfermeil. Alors Donzelot montrait que les politiques de la ville avaient échoué. Pourquoi ? Parce que malgré l'énormité des moyens financiers qui lui ont été consacrés, plus de 40 milliards, la mixité sociale, ça ne se décrète pas. Les classes moyennes, autochtones, vivent l'immigration de masse comme une mondialisation par le bas. Plutôt que de tenter d'enrayer leur stratégie d'évitement, mieux vaudrait, disait toujours Donzelot, donner du pouvoir aux acteurs qui, sur place, tentent de prendre en charge les problèmes concrets. Il ne sert donc à rien de bombarder de crédits les banlieues à problème sans descendre de son hélicoptère. Luc Bronner décrivait, lui, sans phare, l'humiliation subie quotidiennement par tous ses habitants, soumis à l'intimidation des bandes qui tiennent les espaces publics. L'étude de Lapéronie aussi est impressionnante, complète et honnête, et tous ses ouvrages avaient de quoi attenter à la pudeur du politiquement correct, généralement de mise dans les médias, où l'on craint de stigmatiser les minorités, de verser de l'huile sur le feu de l'émeute ou de fournir des munitions aux racistes toujours à l'affût. Et pourtant, c'est Hugues Lagrange par qui le scandale arriva, parce qu'il avait mis en évidence la dimension culturelle du problème. Contrairement à ce qu'on a écrit à l'époque à la sortie de son livre, il n'était nullement le premier à le faire. Je rappelle les travaux de l'ex-commissaire Lucienne Buitrongue, qui allait aussi dans ce sens. Quant au maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, il est tout à fait au diapason, je le cite. Déclaration la plus récente devant l'UMP, le problème de la délinquance n'est ni un problème social, ni un problème économique, mais un problème culturel, voire cultuel. Il y a une partie de la population arabo-musulmane qui ne veut pas s'intégrer et qui défie nos lois. Fin de citation. Avec plus de finesse, Lagrange a montré que les problèmes posés par la rencontre entre la société d'accueil et les cultures d'origine différaient fortement selon l'origine géographique des familles immigrées. Or, dans l'étude que vous publiez, Gilles Kepel, et parce qu'elle se veut au plus près de la parole des habitants, on retrouve cette même grille de lecture. Je suis frappé par exemple des discriminations dont s'estiment victimes de la part des jeunes originaires du Maghreb et d'Afrique noire, les immigrés d'origine turque et pakistanaise, ou encore par ces chrétiens d'Orient qui ont l'impression de revivre leur situation de minorité au sein d'un environnement majoritairement musulman et qui la décrivent en termes de choc des civilisations. Et puisque j'ai cité le livre de Hugues Lagrange qui a provoqué tant de polémiques, je voudrais en mentionner un dernier qui vient de sortir en français aux éditions du Toucan et dont j'imagine qu'il va en provoquer bien davantage des polémiques parce qu'il est beaucoup plus véhément. C'est celui de Christopher Caldwell, Une révolution sous nos yeux, dont le sous-titre est sans équivoque « Comment l'islam va transformer la France et l'Europe ». Alors Gilles Kepel, à vos yeux, quelle est la grille de lecture la plus adaptée ? Est-ce que c'est la grille sociale ou est-ce que c'est la grille culturelle ? Gilles Kepel. Je crois qu'il faut utiliser les deux. Dans le cas de Clichy-Montfermeil, pour revenir sur le travail d'Hugues Lagrange qui a suscité tellement de polémiques pour des gens qui n'avaient pas toujours lu, en fait, ce que Lagrange montre, je crois très, très justement, d'après ce que moi j'ai pu constater, c'est que dans le cas des populations qui sont les plus récemment arrivées, notamment en provenance du Sahel, où les femmes ont beaucoup d'enfants, travaillent toute la journée à des horaires décalés et autres, ne peuvent pas s'occuper des enfants, où les pères ne sont pas forcément là. On a une génération de jeunes qui sont complètement laissés à eux-mêmes et qui sont dans des comportements asociaux. Et là, c'est très différent, si vous voulez, c'est pas un problème qui est culturel en soi, et qui est la rencontre à un moment donné d'une situation sociale et de données culturelles. Et c'est là justement que, il me semble,
que l'enjeu de l'éducation, et notamment l'éducation dans la petite enfance, est absolument majeur. Si on ne s'occupe pas, si on ne récupère pas pour les intégrer dans la société, et les faire adhérer aux valeurs culturelles de la société française. Ces petits-enfants qui sont complètement largués, évidemment, il ne faudra pas s'étonner que dans 10 à 15 ans, ils aient dérivé. Et là, il y a un vrai choix de politique publique. Ça veut dire que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits en Seine-Saint-Denis et ailleurs, on puisse récupérer des postes pour les maternelles à 2 ans, etc. Et ça a l'air d'une solution qui est très, très simple, mais elle n'est pas mise en œuvre. Mais on incrimine beaucoup la culture d'origine, ou au contraire, la rupture avec les mœurs d'origine, par exemple avec le village africain, où les adultes imposent collectivement le respect aux jeunes et savent leur poser des limites. Mais il y a une autre culture, c'est celle avec laquelle la culture de l'école est en concurrence, et c'est la culture des masses médias. Comment peut-on prôner le mérite républicain, l'intégration dans la société française, quand toute une partie de la culture de masse, je pense en particulier aux jeux vidéo violents, je pense aux vidéos qui accompagnent certaines musiques comme le hip-hop, font la promotion de la violence, de la loi du plus fort, montrent des gangstas couverts de colliers d'or et de filles réduites au rang de putes. Comment l'école peut-elle bien se comporter pour faire face à cette concurrence relativement déloyale? Gilles Kepel. Là, vous me posez une question qui dépasse ma compétence, mais je crois que ce qui est important surtout, c'est que l'école permette d'accéder à des emplois et à une réalisation de soi qui vous satisfassent dans votre rapport à la société. Si vous ne l'avez pas, vous avez tendance à vous repaître des vidéos de gangsta et autres. Je crois qu'il faut remettre les choses à l'endroit, si vous voulez. En 10 ans, la politique de la ville, je le disais, a coûté plus de 40 milliards d'euros. C'est une somme colossale et vous le relevez dans votre ouvrage, enfin dans votre étude, pour l'instant parce que l'ouvrage est à paraître, vous le disiez, que les émeutes de 2005 ont provoqué une accélération dans l'attribution des crédits et que c'est pas par hasard que les villes de Clichy et Montfermeil sont celles qui ont bénéficié du maximum de ces crédits. Ce qui a été vécu par les habitants, je vous cite, comme une réaction aux émeutes. Et certains, je vous cite toujours, page 163, déplorent qu'il ait fallu en arriver là pour obtenir ce résultat, quand d'autres se réjouissent qu'ils aient servi à quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une logique de raquette? Qu'est-ce qu'on va penser dans d'autres zones frappées par la pauvreté, mais où on n'a brûlé aucune école et aucune voiture? La Creuse, en revenu par habitant, est en dessous de la Seine-Saint-Denis, mais on ne brûle pas de voiture, et donc personne ne se soucie des habitants de la Creuse. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de pratiquer une forme de raquette? Gilles Kepel. En fait, les décisions ont été prises avant les émeutes, puisque c'est 2003, automne 2003, la mise en œuvre de la politique de rénovation urbaine. Mais ça a été interprété par un certain nombre d'habitants comme le résultat des émeutes, ce qui n'est pas vrai concrètement. Mais à partir du moment où c'est une perception sociale, ça devient un fait. C'est l'ANRU de Jean-Louis Borloo. L'ANRU, il faut redire ce que ça veut dire comme acronyme d'ailleurs. L'Agence nationale de rénovation urbaine. 2003, effectivement. D'un mot, d'une précision quand même par rapport à ces questions de l'école. Vous dites oui, sans doute faut-il renforcer les moyens pour l'école, la petite enfance. Enfin, si je vous ai bien lu, et si j'ai bien lu les témoignages que vous avez récoltés, nombreux sur cette question, il y a tout de même un nœud crucial qui est complexe sur cette question de l'école et de son rôle d'intégratrice, c'est la cantine. Oui, tous les problèmes se concentrent, tous les problèmes. Beaucoup. La cantine concentre beaucoup des problèmes qui sont dans votre rapport, c'est-à-dire manger à la cantine. Et combien de parents disent, moi je ne veux plus envoyer mes enfants à la cantine parce que je pense qu'ils vont manger ou n'importe quoi, ou que c'est pas bon, et que surtout ça n'est pas halal. Comment on résout cette question? Il y a de tout. C'est un concentré du problème social, problème culturel, problème de non-intégration, problème social aussi, parce que même si ces cantines sont extrêmement subventionnés, il y a encore des familles pour lesquelles c'est cher, si vous voulez. Et donc, ils vont préférer... Et bien sûr, il y a le prix. Et oui, pourtant, c'est pas cher, objectivement. Mais sur des revenus si modestes... Voilà, oui. Tout à fait. Et donc, ils vont préférer faire revenir les enfants à la maison pour les faire manger, faire nourrir par la mère ou par la grande sœur. Et ce qui a un effet on sort les enfants pendant la dépension, ils vont traîner dans les coursives, ils vont avoir peut-être de mauvaises rencontres. Et c'est une chose qui contribue à mettre à distance l'école
par rapport à l'existence de l'enfant, comme si c'était quelque chose d'étranger. La table de la cantine est presque plus importante parfois que certains cours, au fond, on pourrait imaginer. Tout à fait. La table de la cantine, et puis aussi le fait d'être entouré, où on peut là organiser un peu de rattrapage scolaire de temps en temps. Il y a cette dimension-là, et puis il y a aussi le fait maintenant que les enjeux énormes du halal, qui ont été développés de manière très importante depuis 25 ans, font qu'il y a tout un mouvement qui dit il ne faut pas mettre les enfants à la cantine parce que ce qu'ils mangent n'est pas halal. Donc on les sort de la cantine. C'est d'ailleurs tout à fait paradoxal parce qu'il se trouve que beaucoup de viande dans la restauration collective est halal, parce que la halal est plutôt de la viande moins chère et c'est elle qui est achetée par la restauration. On ne le dit pas, donc les gens mangent halal sans le savoir et d'autres parents refusent d'envoyer des enfants à la cantine en disant que c'est pas halal alors que c'est probablement halal. Ça, c'est un autre débat. Et en plus, la question du halal est particulièrement complexe parce que un certain nombre de religieux musulmans expliquent que la viande qui est abattue par les juifs et les chrétiens, ou dans les pays juifs et chrétiens, est halal. C'est pas la peine d'aller chercher quelque chose qui est certifié, garanti. De rajouter une certification supplémentaire. Mais bien sûr, ce sont des enjeux économiques. À partir du moment où vous dites tu dois manger de la viande halal, si vous avez la boucherie halal, vous contrôlez le marché, si vous voulez. Et ça, c'est une question importante sur laquelle il faut réfléchir. Je crois qu'on est en train, j'ai vu que le ministre de l'Agriculture avait récemment déjeuné dans une cantine scolaire avec des petits-enfants. On peut gérer une question de choix et autres. L'enjeu principal, c'est, je crois, de faire en sorte de remettre l'école au cœur de la socialisation pour les enfants dans les quartiers populaires. Alain Gérard Slama, vous voulez intervenir ? Je vais devoir... cher Gilles Kepel, vous avez établi des liens de causalité diabolique. Et quand on établit des liens de causalité, il faut savoir quel est le premier bout de la chaîne. Et ma question est la suivante. 3 générations de chômeurs, est-ce que ça n'est pas le premier bout de la chaîne ? Et en particulier avec comme séquelle l'économie souterraine, la survalorisation évidemment de revenus sans commune mesure avec ce qu'on peut gagner quand on exerce un métier honnête. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose que l'école, je suis comme vous totalement partisan de l'éducation, et en particulier dès le niveau de la maternelle, mais que peut faire une maîtresse de maternelle face à des gosses dont les parents sont chômeurs, les grands-parents sont chômeurs, et ainsi de suite. Finalement, c'est peut-être là la question principale, ne comprenez-vous pas ? Oui, c'est pour ça que cette enquête, justement, essaye de montrer comment s'articulent les questions d'habitat, d'éducation, de chômage, de sécurité, de politique et de religion. Ce qui m'a le plus frappé à Clichy, par-delà ces immeubles dégradés qu'on voyait, maintenant ils sont moins là, c'est la massification du chômage. Et c'est à la fois la cause et le résultat, si vous voulez. Mais l'État ne peut pas décréter de mettre les gens, de donner des emplois. On n'est pas un système socialiste. Ça ce matin. C'est ce qu'il peut faire, en revanche, c'est agir sur l'éducation. Et ça, c'est fondamental parce que ça ne va pas avoir un effet immédiat. Mais c'est là qu'on va pouvoir redémarrer l'entrée dans l'emploi. Et c'est pas simplement une histoire de charité, pas du tout. C'est un enjeu majeur parce qu'une grande partie des réserves d'emploi de la population active de demain sont là. Elles sont présentes en banlieue, mais l'éducation est actuellement, pour des raisons multiples, n'est pas apte à faire en sorte que les populations qui sont là puissent entrer dans les métiers qui sont aujourd'hui producteurs de plus-value de savoir et qui ne sont pas délocalisables, c'est-à-dire les métiers du tertiaire. Brice Couturier et puis Caroline Eliachef. Brice. Je voudrais revenir sur l'islam et les émeutes, l'aspect culturel et donc pas social donc, de ces histoires. Les responsables musulmans communautaires se sont vantés, non sans raison quand on vous lit, d'avoir calmé les émeutiers, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit dans une certaine presse. Mais je lis aussi dans votre étude, de la part des habitants, que les voitures épargnées par les émeutiers, c'était celles qui arboraient l'appartenance de leur propriétaire à l'islam. Il suffisait de suspendre un chapelet musulman à son rétroviseur ou même un Coran à son rétroviseur et surtout un tapis de prière sur la plage arrière de la voiture pour éviter d'être brûlé. Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux finalement ? C'est d'abandonner la paix sociale aux imams, dont on ne sait pas grand-chose, puisqu'ils sont payés souvent et formés à l'étranger, que ce ne sont pas toujours des imams républicains, ou de laisser
le sentiment de clash des civilisations se répandre au niveau de voitures incendiées. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Non, ce qui s'est passé en fait avec les émeutes de 2005, et ce qu'on a essayé de faire justement, c'est 5 ans après, en 2010, quand on a fait l'enquête, c'est de faire parler les gens qui avaient vécu les émeutes. Et que ce soit, qu'ils soient musulmans ou non musulmans ou autres. Et on a vu deux choses. La première, c'est que, alors que tout le monde pensait que le départ des émeutes, c'était l'électrocution de ces 2 jeunes enfants dans le transformateur, ça a eu un effet sur place, mais ce qui a fait que les émeutes sont répandues à la France entière, c'est un événement qui s'est passé quelques jours après, qui était fortuit, que beaucoup de ceux qu'on a interrogés appelaient le gazage de la mosquée Bilal, c'est-à-dire une grenade lacrymogène tirée par la police qui est tombée à côté de la porte ouverte d'une mosquée où les parents étaient en prière, parents qui avaient eu un rôle fondamental pour calmer les jeunes qui s'étaient révoltés auparavant. Et qu'il il y a eu ce sentiment, la France nous méprise, on est attaqué, et ça a suscité, c'est répandu par le bouche à oreille, et c'est ça qui a été la clé, si vous voulez, de ces émeutes incompréhensibles, le sentiment d'humiliation globalement. Alors, à ce moment-là, il y a eu tout un débat. Vous avez parlé de Christopher Caldwell tout à l'heure, qui appartient à la mouvance néoconservatrice et pour laquelle l'Europe est totalement islamisée, a perdu culturellement, s'est couchée devant le djihad. Enfin, ce sont des théories conspirationnistes qui me semblent complètement à côté de la plaque, mais qui sont nourries par la surenchère du web. Enfin, vous en avez les sites identitaires français en sont pleins. Et qui considèrent que c'était des émeutes de djihad. Non, pas du tout. C'était pas Ben Laden qui était derrière. En revanche, et c'est le spécialiste du djihad que vous êtes qui en parle. Oui, oui. En revanche, si vous voulez, le vocabulaire des émeutes est un vocabulaire qui s'est inscrit dans le temps de l'islam. Elles ont eu lieu pendant le Ramadan. Les gamins sortaient après le repas de la rupture du jeûne pour caillasser les voitures, attirer les CRS, se battre avec eux, profitant de ce que les parents allaient prier et donc ne les surveillaient pas pendant ce temps-là à la mosquée pour se livrer aux déprédations. Et ça, on le voit assez bien dans l'enquête. Alors, le témoignage que vous évoquez sur les parents qui vont mettre leur tapis de prière dans la voiture, voilà, ce sont des Turcs qui nous ont déclaré ça. Et Turcs qui... les Turcs en banlieue, comme celle-ci, généralement, sont une communauté qui accumule pas mal de revenus. En tout cas, à l'époque, ils travaillent beaucoup, souvent au noir, pas exclusivement, disposent de beaucoup de revenus en liquide et ont été victimes de la prédation d'autres groupes, si vous voulez, à coups de batte de baseball. Donc ça a suscité d'ailleurs des milices d'autodéfense et globalement, cette communauté avait le sentiment qu'elle était ciblée parce qu'elle était perçue comme plus riche par les autres. D'où leur surenchère à l'islamisation pour se protéger. Les imams ont joué, ceux de Clichy-Montfermeil, ont joué un rôle de retour de la paix sociale parce qu'il en allait aussi de leur crédibilité dans le tissu. Vous savez, c'est pas des imams qui sont inconnus, les directeurs d'associations. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a un overlapping, le mot m'échappe en français, superposition. Merci, excusez-moi. Une superposition entre politique et religieux qui est très frappante. La mosquée Bilal en question a pour président d'association quelqu'un qui vient d'être élu président du Conseil du culte musulman en Île-de-France, qui est par ailleurs un militant de l'UMP et un des principaux adjoints d'Éric Raoult, le député de la circonscription. Vous avez un autre qui est élu vert et qui est plutôt socialiste. Donc, vous avez, et ça c'est, on n'a pas le temps d'en parler, on fera une autre fois, mais vous avez aujourd'hui un phénomène extrêmement frappant qui est l'interpénétration entre un certain nombre de notables issus de la communauté musulmane, dont certains se réclament de la religion, d'autres moins, et le politique au niveau municipal, si vous voulez. Donc on n'a pas d'un côté le fantasme d'imams avec des couteaux entre les dents qui sur l'internet ou autre, et de l'autre côté la République. Ces deux sphères fonctionnent en partie en commun. Tout le monde a des enjeux réciproques. Et ça, c'est l'une des choses les plus intéressantes, je crois, que j'ai vues cette fois-ci, et qui divergent
qui différencie très nettement d'il y a 25 ans. On m'avait posé la question, les banlieues de l'islam, ça n'existait pas à l'époque. En 1985, les jeunes, les musulmans pour la plupart n'étaient pas de nationalité française. On était dans l'islam en France. Aujourd'hui, on est dans l'islam de France, avec tout ce que ça signifie, y compris le passage à la politique directe, sans la médiation du CFCM et d'autres instances. Caroline Eliachev. Oui, vous parlez très justement de l'importance de ce que vous appelez l'éducation, en particulier du fait que les enfants puissent entrer à 2 ans à l'école, et c'est même avant. Là, il s'agit de modes de garde des enfants qui sont absolument pas adaptés, mais qui pourraient l'être, et qui de plus sont une source d'émancipation pour les femmes éventuellement, comme on a pu le voir avec la crèche Babylou à Chanteloup-les-Vignes. Quand vous parlez également de l'éducation à l'école, il y a certes, me semble-t-il, l'école à 2 ans, sous réserve que l'école s'adapte pour accueillir des enfants de 2 ans, parce que c'est pas tout à fait la même chose que des enfants de 3 ans, et aussi que l'école reste ouverte. C'est-à-dire que l'école qui ferme à 4h30, avec des enfants qui n'ont rien à faire après, il me semble que c'est pas tellement la question de comment on va enseigner dans ces quartiers-là à l'école, que le fait que les modes de garde et l'école doivent être quasi ouverts 24 heures sur 24, pas pour que les enfants y restent 24 heures sur 24, mais pour qu'il puisse y avoir des activités, y compris pendant les vacances, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça, je ne suis pas spécialiste de l'éducation de la petite enfance, mais en tout cas, il me semble que c'est l'un des enjeux majeurs aujourd'hui. Mais puisque vous le dites et que vous allez le répéter, j'insiste pour que vous le disiez avant 2 ans. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le mode de garde des tout-petits. Je le ferai. Effectivement, la question ce qu'on appelle les maisons de la petite enfance, crèches et autres, est un enjeu très important dans les politiques municipales. Et ça a l'air d'une revendication catégorielle. Ça n'en est pas une. C'est là que, à mon avis, c'est l'un des points d'impact principaux que les institutions peuvent avoir pour redémarrer un processus vertueux, si vous voulez, dans les quartiers populaires. Et pour intégrer les femmes. Pour intégrer les femmes et pour intégrer les enfants. Voilà. Enfants, absolument. Alors, Gilles Kepel, tout de même, une question qui nous brûle un peu la langue à toute l'équipe, d'ailleurs, des Matins de France Culture, quand on a préparé cette émission en lisant votre rapport que vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir il y a déjà plusieurs jours. À quoi sert-il ce rapport tout de même ? Parce que quand on voit la présentation de Claude Bébéar de l'Institut Montaigne, qui vous a commandé le rapport, on voit au fond qu'il faut identifier, et je le cite, et résoudre les problèmes de la société dans une perspective économique productiviste. Pour que la France soit attractive, compétitive et forte, elle a besoin de cohésion sociale. Ce rapport est quoi ? Une sorte quand même d'instrument politique en vue de la campagne présidentielle pour plaider vers quoi finalement quand même ? Renforcer la question d'une république une et indivisible laïque, ou pour dire peut-être faut-il finalement céder quelques-uns des remparts d'un multiculturalisme à la française qui ne dit pas son nom ? Non, je ne crois pas que ce soit une dimension politique qui prenne parti dans ce débat. Au contraire, ce qui est important, je crois, c'est de pointer quelles sont les difficultés qui se mettent en œuvre dans les banlieues populaires. Et ce qu'on a voulu faire, c'est les identifier à travers les différents thèmes qu'on a évoqués. Mais les politiques vont s'en emparer. Bien sûr, mais c'est le but de l'opération. C'est pourquoi il a été mis en place pendant la campagne présidentielle, parce qu'on voudrait justement que, plutôt que d'avoir soit l'évitement, soit la surenchère démagogique, en disant c'est leur faute, il faut envoyer les flics, c'est tous des barbares, c'est la seule solution. Au contraire, que ces problèmes soient envisagés à la mesure de ce qu'ils sont en réalité, et qu'il y ait une véritable réflexion sur les politiques publiques à mener dans les banlieues populaires, qui, me semble-t-il, sont un enjeu absolument central pour notre société dans son ensemble, à la fois parce que on a là des populations qui peuvent accéder beaucoup mieux qu'elles ne le font actuellement au marché du travail,
Et ça a deux effets. D'abord, c'est beaucoup mieux pour elle, au lieu d'être dans la logique qu'évoquait Brice Couturier de délectation devant le gangsta rap et les filles prostituées, on va lui faire écouter un peu plus de Kelly West. Absolument. D'une part, je crois, parce qu'on a des itinéraires d'ascension sociale qui sont remarquables aussi. Dans l'enquête, on n'a pas eu le temps de le souligner. Oui. Donc vous dites qu'il suffit juste de les développer. Oui, c'est pas du tout le moyen. C'est pas du tout impossible. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Oui, c'est ce que vous dites au final. C'est une situation qui est difficile. Et puis, évidemment aussi, parce que pour l'ensemble de la société, c'est un enjeu majeur. C'est pas juste le thème qui va payer nos retraites. C'est aussi parce que il y a là une population active qui est sous-utilisée, si vous voulez. Et vous savez, on disait ça autrefois. Le prolétariat se plaignait d'être exploité. Depuis la fin de l'époque industrielle, il n'est plus exploité du tout. On a laissé de compter. Alors, je dis pas qu'il faut le réexploiter, mais en tout cas qu'il faut faire en sorte qu'il y ait. Non, j'essaie de le politiquement correct, de le parler autant que je peux, mais qu'il faut en tout cas leur permettre d'avoir accès au marché du travail. Et d'un marché du travail qui pose des exigences particulières. Et de ce point de vue-là, la Seine-Saint-Denis est un laboratoire extraordinaire. Vous allez à Plaine Commune, par exemple, ça va être l'une des grandes technopoles. Elle est située en plein dans une zone qui, il y a 20 ans, c'était la plus grande friche industrielle d'Europe. 8h43, le coup d'œil de Thomas Cluzel. Tandis que dans votre rapport, Gilles Kepel, vous parlez d'une intensification de la pratique religieuse, notamment du côté des musulmans. Voici que le Figaro de ce matin parle, au fond, d'une intensification en tout cas d'un afflux massif d'élèves dans les écoles catholiques. Oui, absolument. Cette année encore, l'enseignement catholique serait confronté à une hausse de ses effectifs. Ils sont 12 000 élèves de plus que l'an dernier à franchir les portes d'établissements catholiques. Et la demande est telle que 40 000 élèves de la maternelle à la terminale n'auraient pas trouvé de place. Alors, ce succès n'a pas grand-chose à voir en réalité avec l'instruction religieuse. C'est la qualité de l'encadrement qui serait ici plébiscitée, l'enseignement de la rigueur, de l'autorité, mais aussi de la tolérance. D'où cet édito, donc en une du journal, édito signé Yves Tréhard et intitulé « La faillite de l'école publique ». Même les plus ardents défenseurs de l'école libre ne peuvent se réjouir, dit-il. L'impressionnant succès rencontré par l'enseignement privé en France signe bien davantage la faillite en cours de notre système scolaire que l'expression revendiquée d'une liberté de choix. Alors on ne saurait trop louer l'esprit d'ouverture des institutions catholiques qui représentent 95% du privé, mais quelle autre conclusion en tirer quand elles sont fréquentées, comme un collège des quartiers nord de Marseille, par une majorité de musulmans, interroge Yves Tréhard. L'école publique, creuset de l'intégration à la française, fierté nationale depuis Jules Ferry, longtemps cité en exemple dans Le Monde, est en perdition, dit-il, et ce n'est pas de moyens qu'elle manque, puisque son budget reste toujours le premier poste de dépenses publiques, et le nombre de jeunes par classe n'est pas plus élevé que la moyenne européenne ou que par le passé. Non, faut-il leur rabâcher le pédagogisme qui a consisté à mettre l'élève plutôt que le maître au centre de la classe a fait des ravages, dit-il. Le constat est connu et les syndicats ne sont évidemment pas d'accord, eux qui ont pris en otage l'éducation nationale, écrit Yves Tréhard. Mais peuvent-ils accepter que d'année en année l'école publique creuse sa tombe? Est-ce la privatisation de l'enseignement qu'ils souhaitent? L'énoncé de ce seul mot devrait les inciter à ouvrir les yeux. Gilles Kepel, un commentaire sur cette question? Je vois Brice Couturier qui est déjà au plafond. En revanche, vous avez fait Gilles Kepel et Brice Couturier. Donc. Non, les conclusions de M. Tréhard, bon, ça, on peut en débattre, mais le phénomène, je l'ai constaté également à Clichy-Montfermeil. Une grande partie des gens qui font attention pour leurs enfants, qui en ont les moyens, quelle que soit leur confession d'origine, et Clichy, la plupart sont d'origine musulmane, vont les inscrire soit dans les écoles catholiques des petites communes voisines, soit au Raincy, commune majoritairement française de souche, avec tous les guillemets que vous voudrez, pour que leurs enfants puissent avoir une meilleure éducation. Donc c'est pas seulement le privé et le public, c'est aussi un enjeu que dans le privé, on a l'impression qu'il y a entre guillemets de la mixité sociale, ce qui n'est plus le cas dans ces écoles-là. Mais ça pose le problème, encore une fois, parce que ça ne fait qu'abonder ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'éducation me semble un enjeu absolument majeur, et il ne s'agit pas uniquement de réclamer des postes. Il faut certainement qu'il y ait des postes, mais ça oblige à repenser fondamentalement la manière dont nous dispensons l'éducation, pas seulement dans les quartiers populaires d'ailleurs, mais c'est là que ça fait le plus mal, si vous voulez. C'est là qu'on voit
toutes les difficultés qu'a le collège unique et autres. Et on peut, je crois que vous me posiez la question à quoi sert le rapport tout à l'heure. C'est exactement ce genre de choses, c'est-à-dire à essayer d'aller au fond des problèmes et à les poser. Qu'est-ce que c'est Clichy-Montfermeil? Je vous ai dit tout à l'heure, Clichy-Montfermeil, c'est la France. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça n'est pas représentatif de la France. Évidemment, toute la France ne ressemble pas à Clichy-Montfermeil. C'est un endroit emblématique, on dirait en sociologie, un type idéal, si vous voulez. L'endroit où peut-être les problèmes sont le plus manifestes. Et en y réfléchissant, en analysant ce camp emblématique, on peut penser à ce qu'il faut faire pour réformer non seulement la situation à Clichy-Montfermeil, mais plus généralement l'ensemble de la société. C'est ça à quoi sert le rapport. C'est pas, même si peut-être certains veulent l'instrumentaliser, ça c'est à partir du moment où on est dans le domaine public. Vous n'y échapperez pas. Mais je suis là. Maintenant, tout à l'heure j'étais trop jeune quand j'ai fait les banlieues de l'islam. Maintenant je suis vieux, donc j'ai les capacités, j'espère, de me défendre. Mais pas trop. Allez. Tout dernier mot, Brice. Oui, je voudrais réagir à ce que nous lisait Thomas Cluzel à l'instant. Il y a un deuxième symptôme de l'échec pédagogique de l'école publique dont on parle moins, mais qui est tout aussi préoccupant que la montée en puissance des établissements catholiques, y compris dans les bonnes familles musulmanes. C'est les milliards gagnés par les établissements de soutien scolaire. Quand le soutien scolaire fait de telles affaires sur le dos de l'échec de l'école publique, il y a un vrai problème, parce qu'il y a un problème d'égalité, évidemment, d'égalité sociale des parents devant l'enseignement. Quand on est obligé de soutenir ses enfants à domicile en payant parce que l'école publique ne remplit pas son rôle, on distord l'égalité devant l'enseignement. En banlieue populaire, à Clichy-Montfermeil, il n'y a pas de soutien scolaire payant de ce type, évidemment, mais il y a justement tout un réseau de soutien scolaire autour qui est organisé par les associations religieuses et par les mosquées. Dans certaines, se fait surtout du soutien scolaire. Ailleurs, se fait du soutien scolaire. C'est pas plus rassurant. Et autre chose, mais non, c'est ce que je viens de vous dire. Du soutien scolaire et autre chose qui n'est pas nécessairement ce qui va favoriser le partage des valeurs avec la société globale et dans certains cas qui va amener à de l'enclavement, des ruptures communautaires et autres. Donc là, on est encore, l'éducation est encore au cœur du problème, si vous voulez. Banlieue de la République, le rapport de Gilles Kepel avec la collaboration de Leïla Arslan, Sarah Zouyer, Mohamed Ali Andraoui, Dilek Yankaya et Antoine Jardin. C'est l'Institut Montaigne, les références seront sur le site bien sûr de franceculture.fr. Souvenez-vous, nous avions péché par un excès de coquetterie qui nous a été longtemps reproché par les auditeurs quand nous avions parlé avec Jean Rollin de son livre Le ravissement de Britney Spears. Nous avions écouté quelques variations de Britney Spears, mais pas Britney Spears. Voici qu'elle est ce soir à Aménéville, ancienne province du Barrois, jusqu'en 1480.